DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien. Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours sur A News Workwell. C'est votre émission pour découvrir les plus belles trajectoires dans l'univers de l'environnement de travail et de l'immobilier d'entreprise. Et mon invité aujourd'hui est depuis 21 ans le directeur adjoint environnement de travail France du groupe Danone. Le temps donc pour créer de beaux projets. On va le découvrir avec lui. Manuel Martins, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. La traditionnelle question d'ouverture, où êtes-vous né et où avez-vous grandi ? Alors, je suis né dans le 18e arrondissement de Paris, au pied de Montmartre. Ouais. Et j'ai grandi là-bas, j'y suis resté jusqu'à plus de 20 ans. D'accord, donc un pur parisien. Pur parisien, pure souche. Ok, qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez gosse ? Oh, je suis passé par tous les métiers classiques, le pompier, le cow-boy, voire le bandit, ça je l'ai fait. Après, je suis passé à vétérinaire. En fait, j'apprenais tous les animaux là, sur les dictionnaires, tout ça. Je passais des heures à regarder tous ces beaux animaux dans les livres. Et puis après, les études m'ont rattrapé, puis j'ai été plus modéré. Qu'est-ce que faisaient vos parents ? Alors, ma mère était femme de ménage Ouais. et mon père était chef chantier. D'accord. Pas du tout des univers dans lesquels vous avez souhaité. Ah, mais pas du tout. Vers où vous êtes orienté finalement ? Vous avez fait un bac littéraire en France, Oui, mais en parallèle, puisque vous avez des origines portugaises, vous avez passé un bac portugais, c'est ça ? oui. En fait, je faisais des cours du soir après mes cours de français classique. Ouais. Parce que mes parents se disaient, on ne sait jamais, peut-être qu'il peut avoir envie de retourner là-bas. Ils étaient très fiers de leur pays natal. Ouais, je comprends. Puis j'y suis pas allé, mais du coup j'ai quand même fait des études littéraires de portugais et ça m'a plutôt plu. En tout cas, ça m'a donné le goût du voyage. Parce que la littérature portugaise est très portée sur les découvertes D'accord. de partout dans le monde, donc ça m'a bercé et aujourd'hui j'adore voyager en partie pour ça. C'est-à-dire que c'était des grands navigateurs, quand Des même. grands navigateurs. On est d'accord. On est en 93, pardon. Vous passez un diplôme d'études comptables et financières. Donc, les chiffres, ça, c'est un truc qui vous branchait ? Oui, alors c'est un pur hasard, on va être très transparent. J'étais plutôt doué en première sur les maths, donc première S, voué à faire une terminale C et continuer. Puis en fait, j'ai fait plutôt du baby-foot en première. Et du flipper. Et voilà. Et donc ça m'a passionné, mais au point de faire les championnats de France et tout, de baby-foot, j'ai adoré ça. J'ai fait un quart de finale de championnat de France en première S. Ah, quand même. Ce qui m'a coûté ma première S, forcément. Bien sûr. Donc du coup, je suis allé sur la G, qui était toujours chiffre, mais plutôt comptable, et d'où ensuite le parcours comptable. Logique. En me disant, bon, expert comptable, ça a l'air pas mal. Ouais. Puis non, en fait, un petit peu avant, on va dire que je payais mes études en travaillant dans une société qui était filiale de Mondial Assistance. Alors c'est ça, là effectivement, c'est pour ça que vous finissez pas vos études. Exactement. Parce que en parallèle, vous travaillez avec eux, finalement complètement avec eux, comme responsable des achats et services généraux chez France Secours International Assistance. C'est ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que faisait cette société, parce que sur Internet, il n'y a quasiment rien. Il n'y a rien. Mais heureusement, vous m'avez précisé que c'était une filiale de Mondial Assistance. Oui. Donc, alors au départ, moi, je rentre en tant que chargé d'assistance. C'est-à-dire que je suis étudiant. Ouais. Je parle un peu les langues, je suis débrouillard et donc du coup on a un casque sur les oreilles, on dépanne des gens qui sont soit en panne, soit qui ont des problèmes médicaux à l'étranger. Oui. Donc voilà, il y a différents secteurs et donc moi je fais 4-5 ans chez eux en étant soit le soir, soit pendant mes vacances chargé d'assistance. D'accord. Puis tout le monde m'aime bien parce que je suis là depuis une paire d'années et un jour le DG vient me voir et me dit écoute Manuel, ça fait des années que tu travailles avec nous, il y a un poste qui se libère de responsable des achats et des services généraux, il est pour toi. Chouette. Alors c'est chouette quand on sait ce que c'est. Et moi au départ, responsable des achats et des services généraux, en fait le seul truc qui m'a parlé c'est il y a des gens à gérer, je trouvais ça plutôt chouette à l'époque, jeune manager pourquoi pas. Et les trucs à acheter. Il y avait des trucs à acheter. Il y avait une voiture de fonction et puis il y avait un salaire qui était pas mal, en tout cas qui me faisait dire je vais peut-être pas terminer mes études. Donc j'ai fait semblant de négocier, je suis rentré chez moi, ma femme m'a dit c'est une très bonne idée. Vous étiez déjà marié donc là ? Non, pas marié, mais en concubinage, voilà. Et donc je suis retourné le lendemain et j'ai dit oui.
Votre femme était immédiatement. ravie? Tout le monde. D'accord. Tout le monde était ravi. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé ma carrière professionnelle aux achats et aux services généraux sans savoir très bien ce que c'était. C'est ça. Vous découvrez totalement un univers. Et donc, comment se passe cette prise de contact? Alors, très bien, parce que c'est une société qui fait 170 personnes, donc tout le monde me connaît. Il ne faut pas oublier que ça fait 4-5 ans que tous les week-ends, j'y suis, le soir, j'y suis. J'avais même travaillé dans l'équipe de nuit, donc je suis le petit jeune qui a franchi les échelons. Donc, je m'y sens très bien, Ouais. beaucoup d'aide. Je gère des personnes qui sont là depuis une paire d'années, donc c'est assez facile. Et puis, j'apprends le métier. Petit à petit, je me forme aux achats, je me forme à l'environnement du travail, enfin aux services généraux à l'époque. Tout me passionne, la sécurité, le gardiennage, la propreté, tout me passionne. J'apprends tous ces métiers. Et ce que j'adore, en fait, c'est de changer d'une heure sur l'autre de sujet. Donc, je vais négocier des photocopieurs, puis après, je parle d'énergie, puis après, je manage une équipe, puis après, je passe à la gestion de la flotte automobile. J'ai trouvé ça super passionnant. Parce que vous avez une soif de découvrir, Ah oui. d'apprendre, de connaître. Est-ce que vous parlez de formation? C'est de la formation sur le tas? Est-ce qu'on vous donne aussi des formations un petit peu plus professionnalisées? Alors, c'est vraiment des formations plus poussées. Donc, Ouais. je vais dans des tas d'organismes de Ok. formation pour me former. Je vais partout où il y a des gens qui s'expriment sur le sujet. Non, je me documente beaucoup. Et ces 7 années passées avec eux, en tout cas, j'apprends le métier et je me sens assez fort au bout de quelques années sur ce que j'apprends. Vous avez une équipe autour de vous? Ouais. Combien de personnes? 5, Ok, en termes de management, là aussi, une découverte? exactement, Ouais. c'est une découverte. C'est une découverte, mais c'est une société assez paternaliste. Donc, en fait, on reste assez ensemble. Le soir, on va terminer tard. C'est un truc très franco-français, ça. On va avoir des soirées ensemble. C'est passe- compatible avec une vie de famille? Eh bien, il y a eu un moment où ça l'était moins, parce qu'en fait, au bout de 5 ans, je suis devenu DRH adjoint. C'est ça, en 2001. Ouais, c'est ça. En plus Oui, en plus. de ce premier job, Ouais. dans la même entreprise, bien évidemment, vous devenez DRH adjoint. DRH adjoint, c'était l'époque des 35 heures. Ouais. Donc il fallait mettre en place les 35 heures. On a cherché, on s'est dit, ah, tiens, Manuel, tu seras très bien pour ça. Bon, moi, j'y connaissais absolument rien. Et donc, pareil, on me forme au RH, à la formation, à mettre en place un outil de contrôle d'accès, à mettre en place un outil de gestion des temps. Bon, très bien, tout ça, encore une fois, m'a passionné, mais ça m'occupait beaucoup de temps, à tel point que je passais peut-être beaucoup de temps dans l'entreprise et pas assez chez moi. En tout cas, c'est clairement comme ça que je l'ai vécu. On vous la fait ressentir. Et on me l'a fait ressentir aussi, on m'a aidé, oui, c'est vrai, vous avez raison. Quand j'arrivais à la maison, on me l'a fait ressentir. Et puis j'ai fait mon choix de partir pour moi, pour mon équilibre. Je pense que j'ai fait l'erreur de quelques jeunes managers qui est de se sentir redevable et du coup de ne pas savoir dire non. Et du coup, je passais beaucoup trop d'heures dans l'entreprise. Juste avant de prolonger, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui pour quelqu'un qui débute dans ce métier de se voir confier comme ça des missions sur lesquelles il n'a pas forcément d'expertise? C'est encore possible? Je pense que oui. On parle beaucoup des soft skills actuellement. Ouais. Le fait que quelqu'un qui est bien pensant, quelqu'un qui tend la main facilement, quelqu'un qui va aider l'autre naturellement, quelqu'un qui arrive à l'heure, quelqu'un qui sait se comporter, qui est poli. Moi, je sais que je recrute beaucoup sur les soft skills et sur la motivation de chacun. Quelqu'un qui n'a pas toutes les compétences, mais qui a un petit truc en plus, la petite fêlure où on se dit, tiens, là, je sens quelque chose, D'humain. on va bien travailler, L'humanité. d'humain. Ouais. Eh ben, je pense que c'est encore possible, oui. En tout cas, je fonctionne encore comme ça. C'est donc cette période un peu charnière du fait de votre implication dans votre travail et de difficulté justement à mener de front la vie de famille et la vie professionnelle, que vous faites un break et que vous prenez 6 mois sabbatiques pour aller voyager Oui. en famille. Oui. Et ça nous fait beaucoup de bien. Et puis, je devais bien ça aussi à ma famille. Donc, du coup, je passe un petit peu de temps à me reconstruire, à nous reconstruire pour mieux repartir. Donc, voilà, on revient ensuite. Vous partez où? On part au Brésil. On part... Juste avec votre épouse? Non, avec une première fille. D'accord, qui avait quel âge? Qui avait à l'époque 2 ans. Ok, donc pas encore Voilà, vraiment l'école. pas encore donc, vraiment, pratique, voilà. ok.
Et puis on fait quelques destinations au Brésil, on vit là-bas, ça se passe très bien. Vous parlez la langue en plus? Je parle la langue. Alors c'est un pays où on devient très vite le meilleur ami de l'autre. D'accord. Voilà. Ok. Donc surtout quand on parle la langue. Ouais. Donc là, on arrive dans le pays, le soir même, on est avec la mère, le père du taxi qui nous a ramenés de l'aéroport. Et donc on dîne avec eux, puis on devient très copains. Et puis derrière, on trouve un appartement facilement. Et puis après, petit à petit, on apprend la culture, qui est une culture très forte, très, très ancrée sur l'humain. Donc ce sont des vraies relations, c'est pas des relations juste parce que... C'est des vraies relations, mais qui vont aussi vite dans un sens que dans l'autre, parce que y a des phrases qu'il faut comprendre et qui peuvent être au conditionnel. C'est-à-dire, on se donne rendez-vous demain. Moi, en bon français, demain à 14h, j'y suis. Et puis en fait, la personne n'est jamais venue. D'accord. Parce qu'en fait, il se pourrait qu'on se voit demain à 2h. Mais je ne vais pas confirmer. Voilà, donc, voilà. Mais comme si je ne suis pas là, c'est pas grave. Parce qu'on est amis. Ouais. Et oui, sauf que moi, en bon ami, je suis resté. Il ne faut pas être rancunier. Voilà. Donc du coup, il faut apprendre comme ça certains codes, mais c'est un pays magnifique. C'était à Rio de Janeiro. Entre autres. Pas d'inquiétude en termes d'insécurité? Il y en avait, mais pas du tout. En tout cas, on va dire qu'on peut très bien vivre sans se sentir en insécurité. Alors, 6 mois, un vrai bol d'air, en quelque sorte, pour vous et votre famille, qui vous permet de revenir en France et de retrouver un job en 2004 chez Danone. Oui. Et comment se fait le mariage avec Danone? En fait, c'est très simple. Hein, donc je réponds à des annonces. Pour le coup, j'avais répondu qu'à 2 annonces à l'époque, M6 et Danone, je m'en souviens très bien. Et puis du coup, je fais une rencontre chez Danone. Et en fait, ça fit tout de suite. Et donc, du coup, on me recrute. Je suis ravi du poste. Alors, je voulais faire de l'environnement du travail. Je voulais faire des services généraux. C'est ce qui m'avait le plus plu. J'adore ce côté. Il y a à la fois du management, c'est quand même très riche, c'est de l'humain. Il y a beaucoup de budget. Donc, ça reste sur mon côté où je suis à l'aise avec les chiffres. Et puis, il y a beaucoup de sujets. Il y a des sujets extrêmement différents, où il y a encore beaucoup de choses à inventer. Le monde du service, c'est un monde qui a beaucoup encore à faire. Et donc, voilà, j'étais ravi de retourner dans ce monde-là. Et chez Danone, je voulais une société qui soit quand même plus structurée que ce que j'ai connu. Ouais. Moi, j'ai tout inventé là où j'étais. Là, je voulais quelque chose qui soit plus structuré. Donc, Danone, ça me convenait très bien. Mais il y avait encore quand même pas mal de choses à faire. C'est pour ça que je m'éclate depuis 21 ans. Oui, c'est un milieu très novateur, qui laisse la possibilité de créer. Oui. Vous y rentrez comme directeur adjoint, vous l'êtes toujours aujourd'hui. Et effectivement, d'abord, vous avez un périmètre en termes de sites qui est assez important, je crois que c'est 5 sites, c'est ça, en France. Mais aussi la possibilité de travailler, comme vous le disiez, sur une palette qui est vraiment extrêmement large. Ce qui laisse place à votre créativité, votre soif d'apprendre, de découvrir. Oui. Il y a quelque chose qui me passionne chez Danone, c'est un ADN où on peut faire à la fois de l'économique, du social et de l'environnemental. Et ça, c'est une arme extraordinaire. Je me souviens, quand je suis arrivé, Franck Ribou disait la chose suivante. Le mythique patron de Danone à l'époque. Le mythique patron de Danone à l'époque. Il faut à chaque fois que vous ayez un projet, que ce soit bien sûr économique, mais aussi social et environnemental. Et ça m'a passionné. Le premier sujet que j'ai développé là-dessus, c'était le travail en journée pour la propreté. En 2009 ? En 2009. Forcément, un dossier... C'est-à-dire, c'était de permettre au service de propreté d'intervenir en journée. Et en continu. Donc, je rappelle, au départ, les gens interviennent tôt le matin, tard le soir. Il faut qu'ils soient invisibles, comme beaucoup de métiers services d'ailleurs. Il ne faut pas que ça fasse de bruit, parce que vous comprenez, les gens, ils ne vont pas aimer si jamais vous passez l'aspirateur en plein cœur de l'après-midi. C'est pas possible. Et en fait, en travaillant avec eux, en travaillant avec des ergonomes, en travaillant avec un certain nombre de gens, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout à fait le faire. Parce que les agents de propreté veulent continuer à travailler tôt le matin, donc on fait tout ce qui fait du bruit le matin, puis on continue après sur le reste de la journée, on peut faire du nettoyage de bureau, du vidage de poubelles, etc. Et j'ai adoré ce projet. Humainement, vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a apporté, parce que moi, je me souviens d'un moment où un agent de propreté vient me voir à la fin. Il attend, donc du coup, que tout le monde soit parti. Il doit être 19h. Et elle vient me voir et elle me dit « C'est la première fois que je vais pouvoir dîner ce soir avec mes enfants et avec mon mari.
Je voulais que vous le sachiez. Ça fait 20 ans que je suis dans la profession et c'est grâce à vous si ça m'arrive. Bon, je n'avais pas les larmes aux yeux, mais j'étais pas loin. Donc je suis rentré chez moi, c'est la première chose que j'ai dit à ma femme et à mes enfants. Je suis très content de mettre en place ce genre de projets sociaux parce que ça apporte plein de choses derrière. Ça crée du lien en plus avec Bien ce sûr, personnel bien sûr. qui en manque. Complètement d'accord. Ça valorise leur travail. Complètement. Les agents de propreté aujourd'hui sont connus de chaque salarié Danone, c'est-à-dire que tous les salariés de Danone savent que Malika, elle travaille à la propreté au premier étage, que Georgina, elle travaille au deuxième, que Maria, elle travaille au troisième. Ce lien-là est extrêmement fort, je vous assure, hein, c'est vrai. On gagne du temps, parce que la première chose qu'on m'a dit, c'est que vous allez voir, les rythmes vont être absolument abominables, ça ne va pas fonctionner. Ils ont oublié l'intelligence humaine de chaque agent de propreté, qui en fait connaît le rythme de l'étage. Bien sûr. C'est qu'à 9h, il faut être là, à 10h, il faut être là, que la plupart du temps, les gens ne veulent pas qu'on nettoie leur bureau, et en fait, on gagne du temps, et ce n'est pas plus cher qu'avant. Vous intervenez aussi sur les agents de sécurité ? Pareil. Pareil, hein, pour créer du lien. Créer du lien. Ce qui m'intéresse à chaque fois, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est comment on fait pour qu'on ait un supplément de chaleur humaine. Donc, tout ce qui est la nouvelle technologie m'intéresse à mort, mais si on ne sait pas mâcher les données pour qu'elles soient recevables et qu'on puisse les utiliser, il n'y a pas de grand intérêt. Donc moi, je préfère réutiliser tout ce qui existe déjà et faire en sorte que ce soit l'humain qui crée du lien. Parmi les autres chantiers sur lesquels vous avez travaillé, c'est le crédit mobilité en 2013. Oui. Alors là, c'est une DRH au départ qui m'a parlé de ça en me disant on a un problème d'attractivité. Avoir une voiture de fonction, c'est pas ce qui nous aide aujourd'hui à recruter du monde. Donc, surtout dans Paris pour se déplacer. Surtout dans Paris pour se déplacer. Ouais, je suis parti là-dessus en me disant bon, qu'est-ce que je pourrais faire. Et en fait, on a inventé le crédit mobilité. Donc, on remplace un véhicule par un crédit qui permet d'avoir la même mobilité qu'avec une voiture. Donc, je m'explique. Je vais prendre le métro. Je vais utiliser ce crédit mobilité. Puis ensuite, si j'ai envie de prendre une trottinette, un taxi, ça va me permettre, là encore, de me déplacer à mon juste besoin. Et puis, je prendrai un billet de train avec ma famille pour aller au ski. Je prendrai peut-être un billet d'avion pour aller dans le sud en été. Peu importe. Et cette enveloppe permet d'avoir un besoin plus large que simplement le véhicule de fonction et surtout de faire tout ce qu'on pouvait faire avant avec son véhicule de fonction. Donc, c'est plus malin, plus écologique, parce que quand on fait l'addition, il y a moins de carbone. Tout le monde en profite aussi personnellement, familialement parlant. Ouais. Et donc avant, on avait un petit bout d'argent qui était fait pour des choses qu'on ne pouvait pas faire avec la voiture. Là, on peut tout faire avec le crédit mobilité. Les employés sont ravis. Alors, les employés sont ravis. On a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. On a à peu près 20% du parc qui fonctionne comme ça. Okay. Parce que pour celui qui utilise la voiture tous les jours et qui habite assez loin, ça fonctionne moins bien, par exemple. Compliqué. Ou la force de vente, bien sûr. Et ça fait du bien à la planète. Exactement. Autre idée géniale, c'est le lancement d'un restaurant d'entreprise sans aucun gaspillage alimentaire, il y a 4 ans. Ouais, ça c'est un truc qui me marquait beaucoup. On voit des images d'ailleurs, ça s'appelle à la place du village, un bistrot anti-gaspi. Oui, donc ça on l'a inventé avec Sogeres. Donc pareil, on a phosphoré ensemble. Comment on fait pour reprendre les restes du self? Donc il y a un restaurant de 300 places au rez-de-chaussée. Ce restaurant a des déchets alimentaires. On les reprend, on prend un chef qui est spécialisé, on met un restaurant servi à table au dernier étage, on prend tous ces restes, on met un peu de poudre de perlimpinpin, il fait tout ce qu'il faut, il achète des légumes moches en plus, donc il va plutôt chercher des légumes que les gens ne veulent pas pour les agrémenter. Il est bien sûr très doué. Oui, c'est ce que j'avais dire. Bien sûr. Pas n'importe quel cuisinier. Il est très doué, donc avec le pain rassis, il va faire du crumble. Voilà, c'est délicieux. Entrée, plat, dessert. Il explique à chaque fois ce qu'il y a dans chacun des plats. Et nous, on est ravis parce qu'on mange très bien. Pour 6,50 €, entrée, plat, dessert. Donc on est ravis. Le succès est au rendez-vous ? Le succet, c'est tout le temps plein. C'est vrai ? Il faut réserver en fait. Ouais, c'est tout le temps plein. À chaque fois qu'on... Les gens veulent venir le soir en plus, avec leur famille et tout. On ne fait pas encore ça. Autre idée magnifique, vous êtes la première société du CAC 40 à héberger un sans-abri dans l'un de vos bâtiments tertiaires. Et ça, avec l'association Bureau du Cœur. Ça date de 2023 et vous êtes ambassadeur de Bureau du Cœur. Forcément. Là, je tombe par hasard sur un article à la télé des Bureaux du Cœur. Je me demande pourquoi les entreprises ne le font pas plus.
J'appelle, je vous assure, ça se passe vraiment comme ça. J'appelle l'association, je tombe sur un monsieur, je lui dis voilà, je travaille chez Danone, ça m'intéresse. Je pense que ça fait X fois qu'ils reçoivent des appels de grandes entreprises et ça ne marche pas à chaque fois pour des aspects juridiques. Bon, puis moi, je vais jusqu'au bout. Ça a été dur? Pas trop. Tes obstacles, pas trop. Je trouve pas tellement. Okay. Après, on a un ADN particulier, donc lorsque je le présente, je suis très engagé aussi. Donc voilà, les choses se font assez naturellement. Et donc la première personne qu'on héberge, ça se passe dans les bureaux de Rueil. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup aussi parce on a l'idée. Alors d'abord, c'est des personnes qui sont aidées. Hein. Ce n'est pas des personnes qui ont vécu dans la rue, qui ont des addictions à l'alcool ou à la drogue. On est vraiment sur des personnes qui sont tombées, quelle qu'en soit la raison. Qui ont décroché. Qui à un moment dorment dans la voiture ou qui sont hébergés dans un hôtel, puis dans un autre. Qui bossent? Qui bossent souvent. Là, j'ai l'exemple de Mathias, que j'ai rencontré ce matin. J'ai pris un café avec lui ce matin. Mathias était régisseur il y a quelques années en arrière. Et puis, tout s'écroule autour de lui. Il fait de l'intérim, ça marche moins bien. Il est passionné de cinéma. Pour une raison qui n'est pas simple, eh bien, il oublie de payer ses impôts. Enfin, peu importe, la dégringolade, parce que c'est une vraie machine, c'est un vrai rouleau compresseur. Sa femme s'en va, et donc il se laisse aller. Et donc, du coup, il m'explique que jusqu'à maintenant, il n'a pas eu beaucoup de chance, en tout cas. Et donc, ce matin, on en parle. Je le trouve génial. Ce monsieur vraiment est génial. Il cherche du boulot, il n'arrive pas à en trouver. Donc, comme on a un peu de réseau, on va l'aider à trouver un boulot. Donc, il a un rendez-vous bientôt pour, j'espère, trouver un boulot. Il devrait, en tout cas, je croise les doigts pour que ça arrive. Mais en fait, il a juste besoin du petit coup de pouce. C'est ça. Et là, pendant 3 mois, il va être hébergé chez Danone. S'il faut renouveler, on renouvellera. Et l'association en parallèle, donc lui, l'association, c'est Ares qui le suit, essaie de lui trouver un logement. Et dès qu'il a trouvé un logement et que c'est stable et que son boulot va aller avec, il va pouvoir se reconstruire normalement. Donc vous avez adapté un lieu pour exactement. Une chambre Alors ça ressemble à une chambre avec une douche. Ouais, en fait, on a une salle de sport, donc il peut aller dans la salle de sport pour la douche. On a des cafétérias, donc il peut dîner là. Je vous assure que ça s'est passé comme ça. J'ai annoncé ça à mes équipes. Le restaurateur a dit « je lui offre le repas ». La société de propreté a dit « je m'occupe du pressing ». Mes équipes ont dit « on va lui trouver un canapé, tout ça, confort ». Ils lui ont concocté un coin super sympa. Et donc, toutes les personnes qui arrivent la première fois disent « mais c'est trop luxueux, enfin c'est trop grand, on n'est pas habitué à ça ». Mathias me disait ce matin « je n'ai jamais aussi bien mangé qu'en ce moment ». Il ne voudra plus partir. Alors après, j'ai aussi des constats d'étonnement qui sont... en fait, je ne suis pas très à l'aise, je n'ai pas trop envie d'avoir de contact avec les gens chez Danone. Il y a aussi ça. Il faut aussi respecter ça. Et ce qu'on a en tête qui est on va tendre la main, donc du coup ça va se passer de telle ou telle façon, pas forcément. Donc il faut respecter la liberté de tous ces invités qu'on reçoit. D'ailleurs, je vous invite à découvrir un très joli reportage qui a été réalisé avec vous, pour en savoir plus justement sur ces sans-abri qui sont 16 sans-abri. Celui-là, parce qu'il y en a un seul pour le moment en tout cas. C'est le troisième. C'est le troisième, mais consécutif. Et il va y en avoir d'autres, parce que l'idée c'est d'ouvrir d'autres bâtiments. En tout cas, c'est à découvrir sur A News Workwell. Le dernier projet qui est aussi assez chouette et qui est le plus récent finalement, puisqu'il date d'octobre 2024, c'est le premier contrat tripartite avec des agriculteurs bio en Île-de-France pour leur garantir un prix d'achat qui est décidé par ces producteurs. Ouais. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est acheté en nourriture que vous consommez chez Danone ou aussi que vous vendez via l'intermédiaire de vos produits? Alors non, là on est sur nos restaurants. D'accord. Donc du coup, pour ceux qui sont dans la profession, il y a une loi qui s'appelle Egalim 2 qui nous contraint à prendre 50% de produits labellisés, dont 20% de produits bio, mais pas forcément en France, pas forcément locaux. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être faire différemment. Là encore, je vais voir des professionnels et puis me mettre en contact avec des agriculteurs bio d'Île-de-France. Donc génial.
Je vais vous apprendre quelque chose, parce que moi, je l'ai découvert comme ça. Ils m'ont donné rendez-vous dans un parking Porte de la Chapelle. Donc, parking Porte de la Chapelle, normalement, on n'y va pas tout seul. Non, Bon, j'y il suis va quand pas même du allé. tout même. Je suis quand même allé. Ils ouvrent le portail. Là, j'arrive dans un parking. Et en fait, la mairie de Paris a filé des parkings à des jeunes agriculteurs qui ont des projets. Et donc, j'achète tous mes champignons pour les sites de Danone en Île-de-France dans ce parking Porte de la Chapelle. Donc, Porte de la Chapelle, il n'y a pas que des champignons hallucinogènes. Il n'y On en a est pas d'accord. que. Il y en a peut-être. En tout Mais cas, c'est moi, pas ça, là, vous avez- moi, j'ai vu des champignons gris de Paris, Ouais. et des champignons blancs de Paris, et des champignons shiitake. Ils produisent des tonnes. C'est des ingénieurs absolument fabuleux. Ouais. Le parking, il est incroyablement bien doté. Ouais. Et donc là, on a des tonnes et des tonnes de champignons bio, produits en Île-de-France. Et donc, on achète nos champignons là-bas. En fait, on achète 4% de notre besoin auprès de producteurs de lait en Île-de-France, de producteurs de pommes de terre et de champignons. L'idée, c'est de développer. Et alors, comment ça s'est passé? On est allé les voir. Quel est le prix qu'il faut pour que vous puissiez vivre de ce que vous produisez? Ils nous ont donné un prix. On ne l'a pas négocié. Et on a signé avec eux et on s'est engagé sur un nombre d'années et sur un volume. Ouais. Donc, bien entendu, mon message, c'est faites tous comme ça parce que c'est pas plus cher. Ensuite, il faut que le chef, peut-être, il mette un petit peu moins de viande et un peu plus de pommes de terre ou un peu plus de produits végétaux, comme on sait très bien le faire en ce moment. Et donc, c'est forcément plus savoureux et surtout, on aide nos agriculteurs locaux. Est-ce que le personnel peut en profiter aussi Bien d'acheter sûr. des légumes? Ah ben bien sûr. Ah ouais. Donc, du coup, l'idée, c'est de créer du lien derrière. Ouais. Allons visiter ces fermes. Donc, on a présenté ces paysans. On va faire en sorte de continuer à les faire venir. Et puis, on va essayer d'en trouver d'autres. Très chouette. Mm. Vous vous éclatez dans votre métier. Oui. On l'a bien compris, vous avez une sensibilité personnelle sur les sujets solidaires et écologiques. Donc là, c'est un bienfait pour vous. Mais vous gardez cette tradition que vous aviez commencé il y a quelques années de voyager en famille. Et donc, il y a 2, grosso modo, voyages par an, Oui. voyages assez lointains pour aller découvrir aussi d'autres traditions, d'autres cultures. Oui, d'autres cultures. Moi, j'apprends beaucoup de l'autre. Mhm. Tous les voyages que j'ai réalisés, à chaque fois, ce que j'adore, c'est le frottement avec les gens localement qui m'expliquent leur culture, leur tradition, leur religion. Et donc, oui, chaque année, et puis j'amène les enfants qui, alors maintenant, elles sont un peu grandes, mais quand le voyage est sympa, elles viennent. C'est ça. Bientôt l'Argentine, je pense qu'elles vont venir. Ah ben voilà. Ah, voilà. d'accord. Et, l'année dernière, c'était les Maldives. Ah oui, elles sont venues. C'était l'Inde et les Maldives. Alors l'Inde, il y en a une qui est venue, l'autre non. Oui. Et puis les Maldives, elles étaient toutes là. D'accord. Bon, ça vous a permis d'aller au Japon, je Oui. crois, etc. Alors, Japon, c'est le prochain voyage. Prochain, d'accord. Et après le Japon, ça sera l'Argentine ou le Brésil, c'est pas encore clair. Très bien, j'aurai quelques adresses à vous donner. Avec Passionné plaisir. d'œnologie, de vin, Oui, vous prenez des cours? oui, Ouais, régulièrement. Je goûte aussi régulièrement, c'est important. ouais, Non, sans recracher. sans recracher. Bien sûr. Non, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'est venu avec l'âge. Moi, je ne buvais pas jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai commencé à boire après. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à initier le palais de mes filles avec une chose très simple. C'est soit ça te plaît pas, mais au moins tu sauras ce qui te plaît. Exactement. Donc tu goûtes. Si ça ne te plaît pas, tu passes à autre chose. Mais Exactement. Même si on t'a dit Comme que la c'était lecture. très cher. Comme la peinture, comme la lecture, tout pareil. c'est du partage, comme votre métier. Exactement. On est d'accord. Avant de se quitter et d'aller boire un verre ensemble, Oui. on va vous découvrir un petit peu différemment avec le questionnaire de pivot que j'ai revisité. Votre mot préféré? Mon mot préféré, humain. Votre chanson préférée? Ma chanson préférée, alors moi j'ai un album que j'écoute en boucle, Dire Straits, Brother in Arms. Magnifique. Mark Knopfler. Votre Oui. drogue favorite? Maintenant, le vin. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Merde. Homme ou femme pour illustrer un billet de banque? Oh, plutôt femme. Ouais. Une idée? Une idée, Rosa Luxembourg, par exemple. Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré? Chanteur, chanteuse, j'aime bien Vianney. Ouais. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime bien. D'accord. Bruce Springsteen. Ok, Paul McCartney, que j'ai été voir dernièrement, j'ai Excellent. adoré son concert. on devait être voisins. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire, justement? Ah, j'ai cité ceux que j'aurais bien aimé faire, ce que je n'aurais pas aimé faire. Ça ne me vient pas tout de suite.
Qu'est-ce que je n'aurais pas aimé faire? Chercher. Je préfère trouver. Un film dans lequel vous auriez rêvé jouer? Un film dans lequel j'aurais aimé jouer. Moi, moi j'aime bien les films où on se marre bien. Moi, dans mon enfance, il y avait un dessin animé, mais qui est devenu un film après Popeye, vous voyez, ce genre de truc. Moi, ça m'aurait fait rire, moi, ça. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? T'as été un homme bien. Merci, Manuel. Et moi, j'aurais adoré... c'est une épitaphe sur laquelle j'ai réfléchi, moi. Je me suis baladé un jour dans un cimetière et j'ai vu une épitaphe que j'ai adorée, qui est « Je vous avais dit que j'étais malade ». Ça me fait beaucoup rire. Je voulais la partager. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment très vite sur News Work Well. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien.